L'or change de camp et les règles du jeu basculent soudainement. Au Burkina Faso, des contrats miniers sont réécrits, des audits révèlent des écarts et l'État annonce 18 milliards de dollars de recettes tout en maintenant une production stable, défiant le scepticisme initial des marchés. Que signifie ce virage pour les citoyens, les investisseurs et l'équilibre régional, alors qu'Ibrahim Traoré se trouve aux commandes? Un modèle de souveraineté est mis à l'épreuve. Cette séquence promet d'expliquer comment un virage apparemment technique dans le secteur de l'or peut produire des effets politiques, économiques et sociaux durables. L'enjeu central est clair, comprendre ce que ces décisions changent concrètement au-delà des annonces et des chiffres spectaculaires. Pour le lecteur, l'intérêt est double. Saisir les mécanismes réels de la réforme et mesurer ses implications possibles sur la stabilité, l'investissement et la souveraineté économique. Le débat ne se limite pas à une réussite comptable ou à un revers idéologique. Il touche à la capacité d'un État à reprendre la main sur une ressource stratégique sans provoquer de rupture brutale. D'un côté, des recettes présentées comme inédites, des audits qui renforcent l'autorité publique et un discours de transparence accrue. De l'autre, des risques persistants, incertitudes juridiques, dépendance à un secteur unique et pression des marchés internationaux. Ce qui se joue ici dépasse le cas minier. Il s'agit d'un test de crédibilité. Si la méthode fonctionne, elle peut redéfinir le rapport entre ressources naturelles et pouvoir public. Si elle échoue, elle renforcera les doutes sur la viabilité de ce type de réforme. En quelques mois, un chiffre a surpris les observateurs. 18 milliards de dollars de recettes issues de l'or ont été annoncées sur une seule année. Dans le même temps, la production déclarée ne s'est pas effondrée, restant stable avant d'être revendiquée en hausse l'année suivante, contredisant les scénarios les plus pessimistes. Ce double signal sert de point d'entrée pour comprendre le basculement engagé sous Ibrahim Traoré. Pendant des décennies, le secteur aurifère burkinabé suivait une trajectoire presque mécanique. Les concessions étaient accordées à des entreprises étrangères, l'or était exporté massivement et les retombées locales demeuraient limitées. L'État occupait une position secondaire, dépendant de flux extérieurs et de mécanismes fiscaux peu transparents. La souveraineté économique existait davantage dans le discours que dans les comptes. La rupture n'a pourtant pas pris la forme d'une confrontation spectaculaire. Elle s'est construite à travers une série de décisions administratives et comptables, souvent discrètes, mais cumulatives. La nationalisation partielle de certaines mines n'a pas fermé la porte aux acteurs extérieurs. Elle a redéfini les termes de la relation. Les audits systématiques des concessions ont déplacé le centre de gravité du secteur, en mettant l'accent sur la vérification plutôt que sur la simple négociation. Ces audits ont révélé des volumes sous-déclarés et des coûts artificiellement gonflés, ouvrant la voie à la récupération d'arriérés fiscaux présentés comme le produit d'années de pertes. Dans cette logique, l'or cesse d'être un simple produit d'exportation pour devenir un instrument de contrôle et de négociation. Sous Ibrahim Traoré, cette approche est décrite par certains responsables comme une forme d'arithmétique souveraine. Compter d'abord ce qui existe réellement, puis discuter des partenariats. Le contexte régional du Sahel rend ce choix plus risqué, mais aussi plus stratégique. Instabilité politique, pression sécuritaire et attentes sociales élevées forment un cadre contraignant. La question reste donc ouverte. Ces chiffres marquent-ils un pic conjoncturel ou le début d'un changement durable du rapport de force entre l'État et le secteur minier ? Le premier personnage repère n'est pas une figure individuelle, mais l'administration elle-même, longtemps perçue comme faible face aux multinationales. Après la nationalisation partielle, des équipes locales sont mandatées pour examiner concessions, volumes déclarés et régimes fiscaux. Leur rôle n'est pas de produire davantage, mais de vérifier, comparer et corriger. Le changement initial se lit moins dans les tonnages que dans la posture. L'État s'affirme comme arbitre actif, capable de demander des comptes et d'en tirer des conséquences mesurables. Un second repère apparaît sur le terrain, dans des zones rurales où des projets miniers de plus petite échelle sont mis en avant. Soutenus par l'État, ces exploitations n'ont pas vocation à rivaliser avec l'industrie lourde. Elles servent plutôt de relais locaux, associant extraction,
emplois et recettes fiscales identifiables. Les autorités les présentent comme des vitrines d'un lien plus direct entre ressources et services publics. Les résultats restent modestes, mais ils offrent des signaux précoces d'une redistribution plus visible. Un troisième repère est politique. La méthode privilégiée, associée à Ibrahim Traoré, évite l'affrontement frontal. Elle repose sur des leviers administratifs et comptables, conçus pour produire des effets rapides sans rupture brutale. Cette approche explique pourquoi les premiers mois ont livré des indices de crédibilité plutôt que des transformations structurelles achevées. Ces premiers effets dessinent une dynamique ambiguë. Ils renforcent l'autorité publique et alimentent un récit de reprise en main tout en laissant intactes des fragilités profondes, notamment la dépendance à un secteur unique. Le sens immédiat est clair, un signal politique devient mesurable. Avant le basculement, le fonctionnement du secteur semblait figé. L'or quittait le pays selon des contrats établis depuis des années. Les flux financiers étaient prévisibles et les retombées publiques restaient limitées. La dépendance aux acteurs extérieurs structurait l'ensemble du dispositif, au point de rendre toute remise en cause coûteuse et risquée. Dans ce cadre, la souveraineté économique demeurait un objectif lointain, plus souvent invoqué que mesuré. Le déclenchement intervient avec une décision politique assumée. Sous Ibrahim Traoré, l'État annonce une nationalisation partielle de certaines mines d'or. Le geste est présenté comme une rupture de méthode plutôt que comme une fermeture idéologique. Il ne s'agit pas d'exclure les partenaires étrangers, mais de reprendre une part du contrôle et de renégocier les termes jugés déséquilibrés. Ce moment marque un changement de ton. La question n'est plus seulement de produire, mais de compter, vérifier et arbitrer. L'accélération suit rapidement. Des audits nationaux des concessions minières sont lancés, ciblant volume déclaré, coûts d'exploitation et régimes fiscaux. Ces audits agissent comme un projecteur sur des pratiques longtemps considérées comme opaques. Des sous-déclarations sont mises en avant, des coûts excessifs sont questionnés et des arriérés fiscaux sont identifiés. La dynamique n'est plus seulement administrative, elle devient financière et politique. L'État affirme récupérer des milliards de dollars de recettes jusque-là perdues. Le point culminant arrive avec l'annonce d'un chiffre record. 18 milliards de dollars de recettes d'exportation issues de l'or sur une année. Ce montant est utilisé comme preuve d'un basculement réussi. Il sert de message interne, destiné à renforcer la légitimité de la réforme, et de message externe, adressé aux marchés et aux partenaires internationaux. Les réactions ne se font pas attendre. Certains analystes évoquent un risque de désinvestissement et une montée de l'incertitude juridique. D'autres soulignent la portée symbolique d'un État capable d'imposer de nouvelles règles sans effondrement immédiat du secteur. Viennent alors les répliques. Face aux critiques, les autorités insistent sur un point clé. La production ne s'est pas effondrée. Elle est présentée comme stable dans un premier temps, puis annoncée en hausse l'année suivante. Cet élément est central dans le récit, car il contredit la crainte d'un choc brutal sur l'activité. Sous Ibrahim Traoré, la réforme est décrite comme compatible avec la continuité opérationnelle, à condition que les règles soient clarifiées et appliquées. Dans le même mouvement, le discours se déplace vers l'usage des recettes. Les fonds récupérés sont associés au financement d'infrastructures, notamment dans la santé et l'éducation. Dans certaines zones rurales, des projets miniers de plus petite échelle sont mis en avant comme créateurs d'emplois et comme symbole d'un lien plus direct entre extraction et développement local. Ces initiatives restent limitées, mais elles nourrissent l'idée d'une redistribution plus visible. La ligne des événements révèle ainsi une séquence cohérente, une décision politique, une série de mesures techniques, un chiffre emblématique, puis un effort de consolidation. L'ensemble forme un récit de reprise en main progressive. La question centrale demeure cependant entière. Cette dynamique peut-elle s'inscrire dans la durée sans fragiliser les équilibres économiques existants ? On peut résumer la bascule ainsi: une captation longtemps limitée et peu lisible, puis une hausse brutale des recettes désormais mesurées. Le premier indicateur mis en avant est celui des exportations d'or, annoncé à 18 milliards de dollars sur une année, un niveau présenté comme inédit pour le pays. Et surtout, ce signal est interprété comme une meilleure capture de valeur, plus que comme un simple boom.
Ce chiffre appelle une mise en perspective prudente. Les autorités expliquent qu'il ne résulte pas uniquement d'une conjoncture favorable des cours mondiaux. L'attribuent à une combinaison de révisions contractuelles, d'audits fiscaux et de traçabilité accrue. L'argument central est méthodologique. Compter différemment révèle des écarts jusque-là invisibles. Dans ce cadre, les arriérés fiscaux récupérés sont intégrés au récit comme la correction d'années de sous-déclaration plutôt que comme une création ex nihilo de richesse. Cette lecture permet de défendre l'idée que la réforme a modifié la répartition de la valeur sans interrompre les flux. Le deuxième indicateur concerne la production physique. La base redoutée par les marchés était un recul marqué après la nationalisation partielle. Le delta annoncé intervient l'année suivante avec 70 tonnes produites, soit plus 120% par rapport à l'exercice précédent. Là encore, l'interprétation proposée est claire. La hausse reflèterait davantage une réduction des sous-déclarations qu'une expansion soudaine des capacités. Ce point est décisif dans l'argumentaire officiel. Il sert à répondre à la critique d'un effondrement opérationnel. Les autorités soutiennent que la stabilité initiale constituait déjà un succès, compte tenu des incertitudes politiques et sécuritaires. L'augmentation ultérieure est présentée comme la conséquence d'un meilleur contrôle et d'une supervision renforcée. Les sceptiques rappellent toutefois que ces chiffres sont récents et nécessitent consolidation. La controverse ne porte donc pas seulement sur le niveau atteint, mais sur la durabilité de la tendance observée. Le troisième indicateur touche à l'allocation interne des ressources. La base correspondait à une dépendance forte à l'aide extérieure pour financer les infrastructures. Le delta mis en avant est une augmentation de 15% des investissements locaux évoqués par la Banque centrale. Cette évolution est présentée comme le signe d'une redirection interne mesurable des revenus miniers nationaux. Cet élément complète le raisonnement économique. Il vise à montrer que la réforme ne s'arrête pas à la collecte, mais qu'elle modifie les circuits de dépenses. Santé, éducation et infrastructures sont cités comme secteurs bénéficiaires potentiels. Ici encore, la preuve reste partielle. Les annonces traduisent une intention et des premiers mouvements plus qu'un basculement achevé. La crédibilité dépendra de la capacité à établir un lien stable entre recettes minières et projets effectivement livrés. Pris ensemble, ces trois mesures dessinent une trajectoire cohérente, une meilleure captation, une production non pénalisée et une redistribution amorcée. Sous Ibrahim Traoré, les chiffres deviennent des instruments politiques autant que des données économiques. Ils servent à démontrer que la souveraineté peut être mesurée par des écarts observables entre un avant et un après. La question demeure cependant ouverte. Ces deltas résisteront-ils aux pressions extérieures et au temps, ou ne constituent-ils qu'une parenthèse favorable dans un environnement encore fragile ? Les critiques du modèle avancent d'abord un argument central lié à l'investissement étranger. Selon eux, la nationalisation partielle des mines et la réécriture des contrats introduisent une incertitude juridique durable. Dans un secteur qui exige des capitaux lourds et des horizons longs, cette incertitude serait suffisante pour détourner les multinationales. La baisse initiale de certains flux d'investissement est citée comme un signal d'alerte, suggérant que la confiance des marchés dépend avant tout de la stabilité des règles existantes. Dans cette lecture, la souveraineté affichée se paierait par un coût économique élevé. Un second argument porte sur les capacités internes de l'État. Les opposants estiment que la gestion d'un secteur minier complexe requiert des compétences techniques, financières et juridiques que l'administration burkinabé ne maîtriserait pas pleinement. Ils évoquent le risque de mauvaise allocation des ressources, de politisation des décisions et de corruption accrue. Selon cette critique, reprendre le contrôle sans disposer d'un appareil administratif robuste pourrait fragiliser davantage un environnement déjà soumis à des tensions sécuritaires. Ces deux objections méritent d'être prises au sérieux, car elles soulignent des vulnérabilités réelles. La réponse avancée par les autorités repose cependant sur des éléments issus de la réforme elle-même. Concernant l'investissement,
Elle souligne que la récupération d'arriérés fiscaux et l'amélioration de la captation de valeur ont permis de dégager des recettes records, malgré un contexte d'attentisme de certains acteurs étrangers. L'argument est que la dépendance excessive à l'investissement extérieur constituait déjà une fragilité structurelle. Sur la question des capacités, les audits sont présentés comme une preuve de compétence en construction. Ils ont permis d'identifier des pratiques de sous-déclaration et de corriger des mécanismes opaques. L'idée défendue est que la capacité administrative se développe par l'exercice du contrôle, non par sa délégation permanente. Sous Ibrahim Traoré, cette phase est décrite comme un apprentissage institutionnel assumé. Le cœur du débat ne se situe donc pas entre efficacité et idéologie, mais entre deux conceptions du risque économique. Accepter une transition contrôlée avec des coûts à court terme ou maintenir un modèle jugé stable, mais structurellement déséquilibré. L'issue dépendra de la capacité à transformer cette phase d'ajustement en normes durables. À ce moment précis, le centre de gravité se déplace. Jusqu'ici, le débat portait sur des chiffres, des audits et des contrats. La réforme cesse alors d'être uniquement nationale pour devenir un signal observable au-delà des frontières. Ce glissement est discret mais stratégique. Il repose sur une idée simple: une souveraineté économique n'est crédible que si elle peut être regardée, évaluée et éventuellement reproduite. Sous Ibrahim Traoré, les résultats annoncés ne sont plus présentés comme des exceptions locales, mais comme les éléments d'une méthode cohérente. La nationalisation partielle, la récupération d'arriérés fiscaux et la stabilité de la production forment un ensemble lisible. Pris séparément, ces éléments pourraient se sembler conjoncturels. Ensemble, ils composent un message implicite adressé à la région. Ce qui a été tenté ici pourrait l'être ailleurs, dans des économies minières confrontées à des contraintes similaires. Ce changement de focale modifie aussi les réactions extérieures. Les partenaires internationaux ne regardent plus seulement le Burkina Faso comme un cas isolé, mais comme un précédent potentiel. Dans le Sahel, où plusieurs pays partagent des structures économiques proches, l'expérience commence à être observée comme une option politique, et non comme une anomalie. Le débat se déplace alors du terrain strictement économique vers le champ géopolitique. Si l'or devient un levier stratégique, la question n'est plus seulement qui en capte la valeur, mais comment cette méthode peut redessiner des rapports de force régionaux. Les effets de la réforme se lisent différemment selon les acteurs concernés, et c'est dans cette diversité que se mesure sa portée réelle. Pour l'État, la conséquence immédiate est budgétaire et symbolique. Les recettes annoncées, culminant à 18 milliards de dollars sur une année, sont présentées comme un tournant dans la capacité de financement public. Elles servent à réduire certaines tensions budgétaires et à renforcer l'autorité administrative. L'État se met en scène comme gestionnaire actif, capable de transformer une ressource naturelle en instrument de politique publique. Sous Ibrahim Traoré, cette posture renforce la légitimité interne, mais elle accroît aussi l'exposition aux attentes de résultats durables. Pour les entreprises, l'impact est contrasté. Les multinationales minières évoluent désormais dans un cadre plus contraignant, marqué par des audits systématiques et une renégociation des règles. Certaines y voient une source d'incertitude, d'autres une clarification tardive. En parallèle, des acteurs économiques locaux et régionaux gagnent en visibilité. Ils sont présentés comme partenaires potentiels dans un modèle où la rentabilité s'accompagne d'exigences de transparence plus élevées. Ce rééquilibrage ne signifie pas la disparition du capital étranger, mais une redéfinition progressive des rapports de force économique. Pour les citoyens, les conséquences sont moins immédiates, mais potentiellement plus sensibles sur le moyen terme. Les autorités lient explicitement la récupération d'arriérés fiscaux et l'augmentation des recettes minières au financement de services publics. Santé, éducation et infrastructures sont régulièrement cités comme bénéficiaires prioritaires. Dans certaines zones rurales, des projets miniers de plus petite échelle sont associés à la création d'emplois et à une dynamique locale accrue. Toutefois, ces bénéfices restent inégaux et dépendants de la capacité de l'État à transformer des flux financiers en amélioration visible du quotidien. L'écart entre promesses et perception demeure une variable décisive. Pour la région, enfin, l'effet dépasse le cadre national. Le Burkina Faso,
devient un point de référence dans un Sahel en quête de modèles alternatifs. Le Mali et le Niger observent attentivement cette expérience, y voyant la possibilité d'une reprise collective du contrôle des ressources. Et cette émulation potentielle nourrit à la fois l'espoir d'un renforcement régional et la crainte de tensions accrues avec certains partenaires internationaux. La question n'est plus seulement économique, mais géopolitique. Pris ensemble, ces impacts dessinent une recomposition graduelle. Sous Ibrahim Traoré, l'or n'est plus seulement une source de revenus, il devient un vecteur de redistribution, de crédibilité et de projection régionale. Reste une interrogation centrale. Ces effets aujourd'hui mesurés et différenciés peuvent-ils s'amplifier sans créer de nouveaux déséquilibres, c'est dit ? À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent, chacune dépendant d'enchaînements précis et de conditions observables. Ces scénarios ne cherchent pas à prédire, mais à cadrer les choix et les risques. Dans un scénario de base, la dynamique actuelle se stabilise. Les réformes engagées se poursuivent sans accélération majeure ni recul visible. Les recettes issues de l'or demeurent élevées sans atteindre de nouveaux records, tandis que la production se maintient à un niveau proche de celui annoncé. Les audits deviennent routiniers et la renégociation des contrats s'institutionnalise. Les relations avec les investisseurs étrangers restent prudentes, parfois tendues, mais fonctionnelles. Dans ce cadre, l'État consolide ses acquis sans transformer en profondeur la structure économique. La souveraineté s'installe comme un nouvel équilibre, ni triomphal ni déstabilisant. Un scénario plus optimiste suppose une extension maîtrisée de la réforme. Si la crédibilité des chiffres se renforce et si la production continue de progresser, les revenus miniers pourraient alimenter plus largement les investissements publics. Les infrastructures, notamment dans la santé et l'éducation, deviendraient des vitrines visibles de la redistribution. Dans cette hypothèse, la souveraineté économique cesserait d'être perçue comme un facteur de risque et deviendrait un argument d'attractivité. Les partenariats se diversifieraient avec un poids accru des acteurs régionaux. Sous Ibrahim Traoré, ce scénario repose sur une condition clé: convertir les recettes en résultats tangibles et mesurables. Le scénario pessimiste, enfin, repose sur une montée des tensions, des pressions géopolitiques, des sanctions ou un durcissement des relations financières pourraient freiner les flux d'investissement et compliquer les opérations. Dans ce contexte, la production serait affectée, les recettes deviendraient plus volatiles et la réforme serait accusée d'avoir accru la vulnérabilité économique. Si ces contraintes se prolongent, une tentation de réajustement rapide, voire de compromis défensif, pourrait émerger. Ces 3 trajectoires partagent un point commun. Elles dépendent moins des annonces que de la cohérence dans l'exécution. La recommandation centrale est intellectuelle avant d'être technique. Penser en conditions plutôt qu'en certitude permet d'évaluer les choix sans les figer. La question décisive demeure ouverte. Quelles variables l'État peut-il réellement maîtriser pour orienter la trajectoire la plus soutenable ? À ce stade, la réforme cesse d'être abstraite et commence à toucher des cercles sociaux précis, chacun avec des attentes distinctes et des marges de manœuvre inégales. Pour un premier groupe composé des travailleurs des zones rurales liés à l'exploitation minière, l'enjeu principal est l'emploi et la stabilité des revenus. Les projets soutenus par l'État et la mise en avant d'exploitations de plus petite échelle sont présentés comme des opportunités nouvelles. S'ils se maintiennent, ils peuvent offrir des perspectives locales là où les grandes exploitations industrielles laissaient peu de retombées visibles. Toutefois, ces effets restent fragiles, dépendant de la continuité des financements et de la sécurité sur le terrain. Un second groupe concerne les entrepreneurs, cadres et agents du secteur public. Pour eux, la réforme est avant tout une question de règles. La multiplication des audits et la clarification des cadres fiscaux modifient des habitudes anciennes. Certains y perçoivent une contrainte supplémentaire, d'autres une amélioration de la lisibilité économique. Dans cette optique, la crédibilité de l'État devient déterminante. Si les règles sont appliquées de manière cohérente, la prévisibilité peut progressivement remplacer la méfiance, condition essentielle pour des décisions d'investissement à moyen terme. Un troisième groupe
plus large, regroupe les citoyens urbains et les jeunes. L'impact est ici largement symbolique. Le discours sur la récupération des ressources nourrit une attente de justice économique et de redistribution. L'or devient un marqueur de dignité nationale. Mais cette dimension symbolique appelle des preuves concrètes. Sans amélioration perceptible des services publics, le récit risque de perdre de sa force mobilisatrice. À l'échelle individuelle, l'espace d'action reste limité, mais réel. S'informer, suivre l'usage des recettes publiques et soutenir des initiatives locales sont présentés comme des leviers modestes, mais cumulables. La réforme n'impose pas l'adhésion, elle invite à une vigilance active face aux résultats. Pour que la réforme dépasse le stade de l'impulsion initiale, une séquence opérationnelle claire est mise en avant, articulée autour de responsabilités identifiées et d'indicateurs mesurables. La première étape consiste à consolider durablement le contrôle. Les audits miniers doivent devenir réguliers et prévisibles avec des équipes dédiées et des calendriers publics. L'objectif est d'éviter le retour des sous-déclarations et d'inscrire la transparence dans une routine administrative. Sous Ibrahim Traoré, cette phase est présentée comme la condition de base de toute crédibilité future. La deuxième étape porte sur l'allocation des revenus. Les recettes issues de l'or sont censées être fléchées vers des postes précis, notamment la santé, l'éducation et les infrastructures. Cette orientation suppose des mécanismes de suivi budgétaire clairs et accessibles. Le critère de réussite ne se limite pas au montant collecté, mais à la traçabilité entre recettes minières et projets effectivement financés. C'est sur ce lien que se jouera la perception publique de la réforme. La troisième étape concerne le renforcement des capacités internes. La gestion d'un secteur minier complexe requiert des compétences techniques, juridiques et financières solides. La feuille de route prévoit donc la formation continue des agents publics et la stabilisation des équipes administratives. Ici, la mesure du succès repose sur la continuité et la montée progressive en expertise locale. Vient ensuite l'élargissement encadré des partenariats. Sans renoncer au contrôle, l'État cherche à diversifier ses alliances en donnant plus de place aux acteurs locaux et régionaux. Cette ouverture vise à réduire la dépendance à un nombre restreint de multinationales tout en maintenant des exigences de transparence élevées. Enfin, la réforme doit s'inscrire dans le temps politique. Pour Ibrahim Traoré, la durabilité dépend de la capacité à transformer une décision de rupture en norme administrative. Si les règles survivent aux pressions et aux cycles conjoncturels, la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une pratique. La boucle se referme sur les mêmes lieux évoqués plus tôt, ceux des concessions auditées et des chiffres recomptés, longtemps perçus comme lointains. Ces sites miniers, autrefois abstraits, deviennent des repères concrets d'un changement de posture. Ils incarnent la promesse initiale, transformer une ressource invisible en fondation politique tangible. Le motif revient non comme un slogan, mais comme une pratique répétée. Sous Ibrahim Traoré, cette transformation n'est pas racontée comme une victoire définitive. Elle est présentée comme un déplacement durable du regard. L'or n'est plus seulement évalué à l'export, il est intégré dans un récit de capacité d'action et de responsabilité publique. Cette narration explique pourquoi les chiffres, même impressionnants, ne suffisent pas à eux seuls. Ils doivent s'ancrer dans des routines compréhensibles, observables et reproductibles. L'émotion naît précisément de cette tension. D'un côté, l'espoir d'un État qui reprend la main sur son destin économique, de l'autre, la conscience que cette reprise reste fragile, exposée aux pressions extérieures et aux limites internes. Le récit ne promet pas l'irréversibilité. Il souligne une responsabilité collective, maintenir la cohérence entre méthode, résultat et attente. Une phrase s'impose alors, simple et sans emphase. La souveraineté se construit, elle ne se proclame pas. Cette trajectoire n'appelle pas une adhésion immédiate, mais une attention soutenue. Elle invite à observer comment une ressource stratégique est redéfinie, comment des règles sont appliquées et à quelles conditions elles produisent des effets durables. Le cas burkinabé dépasse le secteur minier. Il interroge la manière dont une société juge la légitimité de ses choix économiques et la patience qu'elle accorde aux transformations structurelles. Suivre cette expérience
c'est accepter une part d'incertitude. Les chiffres peuvent convaincre un temps, les récits peuvent mobiliser, mais seuls des résultats répétés et visibles ancrent la confiance. Transparence réelle, usage traçable des recettes, amélioration perceptible des services publics, ce sont ces signaux concrets qui permettront d'évaluer la cohérence du modèle dans la durée. Le débat ne se ferme pas ici, il commence à peine, à mesure que les effets se déploient et que les contraintes s'affirment. À chacun d'observer, de questionner et de confronter les promesses aux faits. Selon vous, ce type de modèle peut-il s'inscrire dans la durée sans perdre sa cohérence face aux pressions économiques et géopolitiques ?